Il y a quelques semaines, je discutais avec un chauffeur de taxi en Tanzanie. Dans un anglais parfait, il me vantait la jeunesse de la population et le fait que chaque femme avait en moyenne 5 enfants. Comme je lui faisais remarquer que l'économie tanzanienne n'avait peut-être pas les débouchés suffisants pour offrir des emplois à toute cette jeunesse, il me rétorqua « Et vous, en France, combien d'enfants par femme ?» 1,8, je lui réponds. « Eh bien, on vous enverra nos jeunes, vous en aurez besoin. » Tout est dit. Et c'est bien l'arrière-plan du projet de loi immigration sur lequel on va comme d'habitude s'écharper. Cet arrière-plan, c'est la bombe démographique africaine. Une bombe à double détente. Avec d'un côté, une croissance globale de la population inéluctable. En 1950, l'Afrique représentait 8% de la population mondiale. En 2050, le quart de la population mondiale sera africaine, soit 2,5 milliards d'habitants. 1 milliard de plus par rapport à aujourd'hui. Cette population a donc une caractéristique, sa jeunesse. Selon les projections des Nations Unies, un tiers de la tranche d'âge des 15-24 ans sera africaine en 2050. D'ores et déjà, l'âge médian du continent est de 19 ans, à comparer avec les 38 ans de la Chine et des États-Unis et les plus de 44 ans pour l'Europe. Cette explosion démographique est due à la chute de la mortalité infantile, à la quasi-disparition des grandes famines, même s'il y a encore des poches d'extrême pauvreté. Elle est due aussi à un taux de fécondité encore très élevé, favorisé par une faible contraception et l'influence grandissante de l'islam. Cette jeunesse est mieux éduquée qu'hier, près de la moitié faisant des études secondaires, et elle utilise massivement les nouvelles technologies. La population africaine en âge de travailler, les 15-65 ans, va atteindre le milliard de personnes. Or, les économies africaines sont incapables de fournir le nombre d'emplois adéquats. Certes, on voit émerger des activités culturelles, la musique qui s'exporte dans le monde entier. Elles ont créé 20 millions d'emplois. Il y a des milliers de start-up, mais elles créent peu d'emplois. À la différence du continent asiatique, qui a bénéficié de la délocalisation des industries occidentales pour absorber son trop-plein de main-d'œuvre, l'Afrique ne peut pas miser sur un tel transfert. Elle n'en a ni les infrastructures, ni les compétences anciennes, ni les capitaux nécessaires. Son agriculture peut, à partir de ses matières premières, occuper certaines niches sur le marché mondial, mais cela restera marginal en termes d'emploi. Globalement, le continent africain reste dépendant de l'extérieur pour des produits de base comme le blé et le riz. Alors on nous dira, il y a les matières premières, le cobalt, les terres rares, l'uranium du Niger, le pétrole du Nigeria et du Gabon. Il y a les capacités pour les nouvelles énergies, le solaire, les puits de carbone de la forêt équatoriale. Là encore, cela dépend des capitaux extérieurs et les innovations technologiques dans le domaine de la transition écologique seront utilisées sur place mais ne généreront pas de recettes à l'exportation, ni des emplois par centaines de millions. L'Afrique, et surtout l'Afrique subsaharienne, n'a pas trouvé sa place dans le grand jeu mondial. Elle ne l'avait pas avant le Covid, elle ne l'a pas après. L'Afrique du Sud, le pays le plus industrialisé du continent, compte 35% de chômeurs. Son charbon n'a plus la cote et ses diamants ont mauvaise presse. Oui, où et comment l'Afrique va-t-elle pouvoir créer des emplois pour cette marée humaine de jeunes? C'est là où l'immigration apparaît comme le déversoir naturel pour toute cette main-d'œuvre. Immigration à l'intérieur de l'Afrique, entre les moins développés et les plus développés. Immigration vers l'extérieur de l'Afrique et tout naturellement vers le nord, vers l'autre côté de la Méditerranée, où l'on voit apparaître des pénuries de main-d'œuvre ici ou là. Certes, il y a d'autres pays qui connaissent un effondrement de leur natalité, un vieillissement accéléré de leur population et qui souffrent de pénuries de main-d'œuvre. C'est notamment le Japon et cela commence à être le cas de la Chine. Mais ces pays refusent obstinément toute immigration, surtout en provenance de l'Afrique. Ils sont fermés, pour ne pas dire claquemurés. Quant aux États-Unis, ils ont leurs propres problèmes migratoires avec leurs frontières mexicaines et il ne faut jamais oublier que les États-Unis sont comme une île et on ne peut pas y accéder à partir de barcasses comme en Méditerranée. C'est donc un énorme défi qui nous est posé. D'un côté, la vague migratoire va s'intensifier, c'est inéluctable. Mais de l'autre, comment réguler cette immigration? Comment éviter
qu'elle ne dilue progressivement notre modèle culturel et que le vivre ensemble entre des Français dits de souche et de jeunes immigrés qui n'ont pas du tout les mêmes racines devienne de plus en plus difficile. Dans l'histoire, les grandes migrations sont toujours venues d'Afrique, qui a été le berceau de l'humanité avec Lucie et Homo erectus. La première vague amena chez nous l'homme de Néandertal. Pendant 2 millions d'années, il peupla nos contrées. Puis vint la seconde vague, toujours venue d'Afrique, avec Homo sapiens, qui irrigua en quelques dizaines de milliers d'années l'ensemble des continents. Homo sapiens liquida, entre autres, Néandertal. Sommes-nous à la veille d'une troisième vague? C'est possible.